diffusion vidéo, merci. Cool. Donc pour la suite, je vais vous parler un petit peu de Code Legacy. Je pense qu'a priori, comme on est une belle assemblée de développeurs, ça parle à peu près à tout le monde. Ce gros mot qu'on a eu sur beaucoup de projets. De quoi on parle exactement? Quoi est-ce que ça nous sert? Qu'est-ce que ça nous coûte? Qu'est-ce qu'on en fait? On va parler un petit peu de biais cognitifs, on va parler un petit peu de Camelot. Enfin voilà, on va passer par pas mal de choses différentes. Déjà, c'est quoi le code legacy? Et surtout, qu'est-ce qu'on peut en faire? Je vais également présenter un cas client qui est encore dans nos locaux actuellement. Je ne sais pas, ça parlera beaucoup de monde, c'est du Drupal. Désolé, je sais que certaines personnes ont du mal avec ça. Mais pour moi, on n'en parlera pas beaucoup si ce n'est pas. C'est cet écran-là qui... Ok, je ne suis pas à jour sur mon écran. Donc pour ma part, donc Lara Cassina, j'ai rejoint Concerto il y a 3 ans à peu près en tant qu'experte Drupal. Plus basiquement en faisant du web et de l'accompagnement. Hors Concerto, ça va faire plus de 15 ans que je fais du développement. Alors j'ai touché un petit peu à beaucoup de choses, du PHP, du Python, du C, du Flash, pour les plus anciens. Donc du coup, ouais, du Legacy, j'en ai mangé pas mal. Mais en fin de compte, on se rend compte de pas mal de choses. Généralement, le code Legacy, en fait, il vient de quelque part. Il n'est pas apparu comme ça sur le coin de notre table. On a des choix dedans qui sont bizarres. Nous, on n'aurait pas fait comme ça, on aurait peut-être fait mieux, peut-être pire, mais on n'aurait pas fait comme ça. On se rend compte aussi qu'il y a des rustines qui ont été mises. Pendant le moment, c'était pratique, ça a été développé en 5 minutes, ça a fixé un problème en prod, c'est cool. Sauf que le commit, il date d'il y a 10-15 ans, et en fait, il est encore là. Du coup, des fois, ça peut être problématique, d'autres problèmes de sécurité. Et on arrive en fait à un problème où ma rustine que j'ai mis à l'époque qui m'a sauvé fait qu'aujourd'hui ça m'a généré beaucoup de dettes techniques. On peut des fois parler en quelques jours, quelques semaines, ça peut s'éponger. On peut aussi arriver sur quelques mois, quelques années de dettes. On a des outils, notamment avec du sonar, où on peut récupérer la quantité de dettes accumulées, avec des petites notations, dettes importantes, dettes épongeables ou pas. On a également PHP-CS qui permet de déceler certaines failles et de les corriger. L'idée, voilà, c'est de pas juste cracher dessus, de se dire, bon, c'est un existant, comment on en est arrivé là, et de garder en tête que le code qu'aujourd'hui on va produire, en fait, demain, ça sera du legacy de quelqu'un d'autre qui récupérera et qui viendra également juger le travail qu'on a fait. Il faut le garder en tête, je pense, quand on récupère ce vieux code. J'ai tellement entendu des gens qui se plaignaient ou qui crachaient un petit peu sur les anciennes équipes qui ont produit ça. Bon, il faut juste l'avoir en tête. Maintenant qu'on a vu un petit peu le legacy, qu'est-ce qu'on peut en faire? C'est-à-dire qu'on va généralement avoir 2 grosses possibilités. Soit on va tout refondre, donc je vais tout retirer, tout remettre un petit peu au goût du jour avec les nouvelles bonnes pratiques, des nouvelles versions de serveur, des nouvelles versions applicatives. Soit on va le laisser comme il est parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas forcément un grand budget ou qu'en fait on va juste venir ajouter une petite feature par-dessus. Ça ne vaut peut-être pas le coup de casser quelque chose qui fonctionne aujourd'hui. Dans les 2 cas, on va avoir différents défis, différentes approches, mais on va pouvoir quand même bénéficier des travaux précédents qui ont été faits, notamment sur de la recherche, sur de la veille, sur ça fonctionnait en fait avant qu'on le modifie, donc il n'y a peut-être pas tout on n'a peut-être pas tout acheté. Néanmoins, on est conscient aujourd'hui des erreurs qu'il y a pu avoir, des erreurs en sécurité, des erreurs applicatives, des erreurs d'utilisation. Comment est-ce qu'on va pouvoir passer au-dessus de tout ça? Ce qu'il faut retenir, c'est vraiment que tout le travail qui a déjà été fait par les autres, c'est pas nécessairement mettre à la poubelle. Ça a vraiment été des investissements, du temps, peut-être même des bonnes solutions qui ont donné après lieu à d'autres évolutions, d'autres modules, d'autres bundles côté Symfony. Donc il n'y a pas que du négatif derrière. Ici, comme je vous parlais, donc on a un petit cas client que nous on a récupéré. C'est un projet qui avait été mené en dehors de chez nous pendant plus de 4 ans. Donc c'est là où je parle de Drupal.
Dessus, on a une très forte dette. On parle de 8 mois de dette générée et indiquée par Sonar. Donc je vous avoue que quand on a vu les 8 mois, on a un peu pris peur quand même en se disant mais 8 mois de dette, sachant que on n'a pas encore commencé à bosser dessus, on a déjà pris du coup 8 mois de retard sur le logiciel. Et potentiellement des choses un peu plus graves sous le capot. On a fait pas mal d'audits pour pouvoir un petit peu comprendre d'où venaient ces 8 mois, donc aussi bien sur des audits techniques que des audits d'accessibilité, des audits de SEO ou même d'infra. Et pour pouvoir justement répondre à ce problème, cette opportunité plutôt, on a dû mettre une grosse équipe, une organisation très spéciale à mettre en place avec différents acteurs, différents experts, qui du coup tous bossent un petit peu ensemble, essayer de récupérer un petit peu les éléments qui les intéressent et de les communiquer aux autres. Là on était une petite quinzaine sur tous ces sujets-là. On va arriver également sur comment est-ce qu'on est capable du coup d'en arriver à un tel point, avec plusieurs mois de dette, plusieurs problématiques comme ça. En fait, à tout moment, les autres devs se sont rendus compte déjà. On a beaucoup travaillé, on a pas mal investi de temps, pas mal investi d'argent forcément. Le biais qui va être ici présenté, c'est le biais du coût irrécupérable. C'est un biais qui est assez courant pour pas mal de projets, pas mal même de joueurs aussi, casino notamment. J'ai investi déjà 500 € dans ma soirée, je fais que de perdre, mais on ne sait jamais. Peut-être la prochaine, je vais me refaire sur ma soirée. Peut-être gagner 600 €, 700 €, du coup, tout l'argent que j'aurai investi ne sera pas perdu. Mais du coup, on continue à mettre. On continue. En fin de compte, on a une petite chance d'y récupérer, mais on n'en est pas sûr. Et à la fin, on a juste perdu beaucoup. Les projets, ça va être la même chose. On va continuer à mettre de l'argent, continuer à mettre du temps, continuer à développer par-dessus, parce qu'à un moment, généralement, une application, c'est un produit, c'est un business, c'est la planche à billets de l'entreprise. On ne peut pas la débrancher comme ça. Là, ces problèmes, on les connaît, on essaie de les contourner. On va voir quand même si ça vaut vraiment le coup de continuer à investir des ronds, ou si à un moment, il ne faut pas juste la laisser mourir et redévelopper quelque chose par-dessus, en gardant en tête tous les avantages qu'on en a tirés. Les expériences, la R&D, le marché où on sait maintenant comment il se comporte, et du coup produire une application où le MVP sera très proche de ce qu'on veut vraiment, et de se fournir un nouveau socle pour pouvoir avancer. Néanmoins, il va quand même falloir garder en tête qu'il y a une certaine reconnaissance sur tout le travail qui a été fourni. J'ai investi plusieurs années de temps, j'ai investi ça détient des sites internet, donc plusieurs millions d'euros dessus. Là, on est directement dans ce fameux biais. J'ai trop investi, je ne peux pas arrêter. Je vais également avoir un impact à prendre. Est-ce que pour nous, c'est judicieux ou pas de changer? Des fois oui, des fois non. Un peu plus loin, je vous montrerai, j'en ai une petite matrice qui est bien pour pouvoir comprendre un petit peu s'il faut ou pas tout jeter. Et après, il va falloir mettre en place des stratégies pour le surmonter. Il va falloir objectivement évaluer l'outil qu'on a, faire des décisions prospectives et avoir une vision à long terme. C'est là où justement on tire un petit peu les conséquences de tout ce qu'on a vu là. Lorsqu'on va prendre ces décisions, il est essentiel vraiment de se détacher de tous les investissements passés pour se concentrer sur les besoins qu'on a aujourd'hui, qui n'étaient pas forcément les mêmes qu'à l'époque, et les opportunités qu'on va avoir à l'avenir. C'est à partir de ça qu'on va pouvoir déjà prendre pas mal de recul sur ce biais qui nous enferme un petit peu dans le projet qui vieillit et qui nous coûte cher. Et surtout, ça va nous permettre de prendre des décisions éclairées, adaptées à la réalité du marché actuel, qui lui aussi a probablement bougé. Alors, j'ai une petite citation qui est un petit peu longue, mais qui résume tout ça. C'est un logicien et un économiste britannique du 19e siècle. Donc déjà, à l'époque, ils avaient une vision assez éclairée sur ces biais, sur les dettes techniques, qui en fait montrent que plus on investit de temps, d'argent sur un projet, et plus c'est dur justement de s'en détacher pour repartir sur quelque chose de plus frais. Même si c'est très souvent nécessaire, mais pas que. On va voir ça un petit peu après. Je reviens sur mon cas client, donc on parlait tout à l'heure de ces 8 mois de dette.
Notre client, il est arrivé avec des exigences très très fortes. Il voulait avoir un site avec une SEO impeccable. Il voulait également avoir une UX qui permettait à une très grande base d'utilisateurs de naviguer sur le site, de comprendre, de trouver des informations et d'être éco-conçu. L'éco-conception, notamment, a pu reposer certaines problématiques, ou en tout cas les remettre à l'ordre du jour. Ce n'était pas forcément le cas dans les contraintes à l'époque où le client avait sorti son produit. C'est un cas maintenant qui commence à beaucoup remonter, de faire des sites éco-conçus avec des appels minimum. Nous, à l'époque, on avait un Bootstrap chargé. Pas un Bootstrap.min, pas un Bootstrap.tabs, le Bootstrap avec les tables, les commentaires, le petit fichier de 3 MB5, qui n'est pas du tout utile. On avait également un manque de maîtrise au niveau du code. On parle d'un projet qui a vécu 4 ans hors de chez nous, on le récupère tel quel. Si on a de la chance, le code il est documenté, il est bien commenté, les commits qui sont, on peut comprendre ce qui se passe dessus, et ça se passe bien. Dans les faits, on avait peu de documentation, si ce n'est pas de documentation. On avait des documents qui étaient incomplets. J'ai eu des commits où il y avait écrit fix test. Je me défie n'importe qui de comprendre ce que fix test fait, surtout quand c'est un commit où dedans on a une vingtaine de fichiers qui sont bougés et de la réindentation de code. Donc, ouais, compliqué. Et du coup, ça impacte l'engagement de notre côté, parce que c'est dur de pouvoir dire ce bug, j'en ai pour 10 minutes, j'en ai pour 2 semaines, j'en sais rien. Peut-être qu'en débloquant ce petit patch qu'on a mis là, en fait, j'ai tout le site qui pète. On a eu également ce cas-là. De là, je vais avoir beaucoup plus de temps à passer pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé et du coup trouver une solution fiable et pérenne. Et du coup, il y a certains problèmes qui sont très bêtes, qui prennent un temps monstrueux. Par exemple, je ne sais pas si je vais ajouter un nouveau bundle, c'est assez simple a priori. Je tape 2 commandes dans ma console, mon bundle est généré, ça marche bien. Mais là, à l'époque, ils avaient un problème, donc ils ont patché le générateur. Ce qui fait que quand on lance, ça marche, mais c'est pas cohérent pour ceux qui vont récupérer et qui s'attendent à avoir un bundle préparé. Que des petites surprises comme ça. Nous, c'est un petit peu complexe. Donc, pareil, on va avancer un petit peu plus loin pour revenir sur notre conclusion ici, mais globalement, on était vraiment dans la situation où on peut le maintenir, puisque globalement, ce qu'on nous demande, c'est juste de faire un petit rafraîchissement, de booster un petit peu les SEO, de remettre un petit peu de conception dans le site. A priori, ça ne demande pas beaucoup de travail. Dans les faits, on a un petit peu plus de travail que ça. La méthode en fait qu'on a préconisée, et qui du coup a donné titre à cette conférence, elle vient de Léo Dagan. Pour ceux du coup qui connaissent Camelot. Son principe, c'est assez simple. Quand on se rend compte que le projet il est vraiment trop bancal pour qu'on puisse se baser dessus, qu'on puisse avancer, c'est un peu comme des fondations qui ne sont pas stables. On ne va pas pouvoir avancer loin dessus, on va pouvoir faire un peu de bricolage, mais ça ne va pas tenir. Le plus pratique, en fait, c'est une refonte complète. C'est-à-dire que cette fois-ci, on va maîtriser le socle applicatif, le socle technique, on va également être en maîtrise complète de tout l'écosystème, et là, on va pouvoir s'engager auprès du client. On sait très bien, nous, on a mis en place aussi bien la brique infra que la brique applicative. Je sais que pour ça, j'en ai pour 2 jours. Je peux m'engager dessus, et au bout des 2 jours, la feature, elle est sortie. On retire déjà ce degré d'incertitude de peut-être ça va me péter au visage, peut-être ça va pas être fait dans les temps. On rassure également le client. Il a un budget qui est maîtrisé, il a des annonces qui sont maîtrisées, et on rassure aussi l'équipe. Tu n'auras pas besoin forcément de mettre des patchs sur des patchs sur des patchs. Tu vas pouvoir faire des choses à peu près propres. Tu vas pouvoir produire un super legacy pour les copains de demain. Et donc, on a d'un point de vue avantage un petit peu ce côté un petit peu nouveau, un petit peu entraînant. On a néanmoins des considérations importantes. Tout cramer sur le papier, ça a l'air d'être assez cool. Par contre, ça veut dire qu'il va falloir investir de l'argent à l'initialisation pour pouvoir récupérer l'MVP qu'on avait aujourd'hui.
il va également falloir faire attention à ne pas perdre des connaissances qu'on avait récupérées sur ce code legacy d'avant. Encore une fois, on a du travail qui a été fait, on a de la recherche qui a été faite, on a des tests AB ou même des tests avec des clients qui ont pu être faits. Tout ça, ça risque d'être perdu. Il faut faire attention de bien le documenter, de bien l'avoir en tête. Et enfin, pour les utilisateurs finaux, même les contributeurs, il y a un risque de perturbation pendant cette transition. Des fois, ils ont de la chance et on passe d'un Drupal à un Drupal. Des fois, on peut passer d'un WordPress à un Drupal ou d'un Symfony à un Django. Donc il y a ça aussi à prendre en compte. Comment est-ce que je vais pouvoir accompagner mon client dans la transition de cet outil? Est-ce que il ne va pas falloir que tu changes ta manière de bosser parce que peut-être que l'outil qu'on récupère, en fait, était utilisé depuis une vingtaine d'années par des bureaux de comptables. Eux-mêmes, ils ont eu leur formation et leurs petites habitudes. On arrive pour tout chambouler. Pour leur bien, mais ils ne le savent pas encore. Donc des fois, ça peut être dur aussi à vendre. Donc en conclusion, c'est une méthode qui est très séduisante. C'est pratique, c'est facile, ça rassure un petit peu tout le monde. Mais c'est cette partie d'analyse. Il ne faut vraiment pas... Voilà. Il faut bien s'assurer qu'on ne va pas perturber plus qu'on va apporter de solutions. Et surtout, qu'on va être capable de s'insérer dans une vision très long terme. Le but, c'est pas de juste fournir un énième patch sur une application qu'on a déjà eu trop. Pour le cas de notre client, donc, le site était suffisamment gros pour justifier cette refonte, mais trop gros pour justifier d'une refonte toute seule. C'est-à-dire que notre client, quand on leur a annoncé une refonte, on leur a annoncé également qu'on en avait pour 1 an et demi de refonte. Donc ça veut potentiellement dire à notre client, pendant 1 an et demi, ton site il reste dans son jus. C'est jamais entendable. Eux, ils vont venir vous payer, ils vont venir vous voir pour savoir comment ça se passe. On va juste pouvoir leur dire, ça se passe sur ma machine, ça tourne bien. Éventuellement quelques démos, ils ne vont pas forcément venir pour ça. Sur des plus petits projets, ça peut éventuellement être entendable. On a 3 à 4 mois de refonte. Là, 1 an et demi, c'est très difficile. Ce qu'on a proposé, c'est du coup de laisser le client en fait, avec son site qui tourne, en continuant à le maintenir, et pendant qu'on a son site qui est en train de virevolter, nous à côté, on a une équipe qui travaille sur la refonte. Ça permet justement de décommissionner brique par brique l'ancien site en le remettant sur le nouveau. Donc ça implique décommissionnement fonctionnel, décommissionnement également des contenus. Donc tout un système de redirection de pages, de redirection de migration pendant le contenu, de création également de blocs et de réceptacles à données. Et pour ce faire, donc, on avait mis 2 équipes en place. Alors pour éviter un peu la frustration de se dire je travaille que sur du site un petit peu vieillot, on faisait tourner les équipes. On les faisait tourner à chaque release. Une release chez nous, c'est à peu près 8 semaines, entre 6 à 8 semaines. Donc on rabattait les cartes à peu près à ce moment-là. L'avantage, c'est qu'on ne fait pas que de la TMA sur un site qu'on sait qu'il doit mourir. Et l'autre avantage, c'est qu'en faisant de la TMA sur ce site, on s'entraîne un petit peu des règles métiers, des petites particularités sur lesquelles on sera confronté sur le nouveau site quand on voudra les refondre. En termes d'équipe, quand je vous disais qu'on avait un beau plateau, on a quand même 6 personnes pour une maintenance, plus 9 personnes pour le nouveau. Et là, on parle juste de l'équipe de production. Donc on retire les expertises, on retire les SEO, on retire les UX. Toutes ces personnes-là, du coup, doivent garder en tête que là, je bosse pendant 1 an et demi sur quelque chose qu'on jette pour faire quelque chose de mieux, quelque chose qui sera plus utile. C'est Franz, donc pour ceux qui le connaissent, donc qui est un agiliste chez nous qui donne pas mal de confs aussi, qui avait trouvé cette citation que j'ai plutôt bien aimée, qui disait que même pendant les travaux, le magasin il doit rester ouvert. Et en réalité, c'est exactement ça, c'est-à-dire pendant qu'on est en train de développer la V2, il faut que la planche ABS soit tout le temps là. Sinon, ça veut dire toutes mes équipes ils sont sur le carreau. Là, on parle d'une entreprise où il y a plus de 1500 salariés. On ne peut pas se permettre de leur dire écoutez les gars, vous allez pointer au chômage pendant 1 an et demi, puis quand vous allez revenir, vous allez tout apprendre à zéro, ça va être cool. Donc voilà, c'est vraiment
Tout à l'heure, quand je parlais de prendre des considérations et de faire attention justement à comment est-ce qu'on va apporter la nouvelle chose, c'est là justement qu'il faut un petit peu avoir la vision large de tous les impacts qu'on va avoir. Maintenant qu'on a vu un petit peu la technique de la refonte et la technique de « je refonds pas, je crame tout », comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir bien décider, bien se projeter sur ça? Premièrement, on va mettre tout le monde autour de la table et puis on va en parler. Donc on va définir c'est quoi le problème, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on est dans cette situation-là, quelles sont les infos qu'on peut en tirer. Et pour le coup, c'est vraiment tous les acteurs, aussi bien les anciens développeurs que les anciens infogéreurs, les clients, les DSI, toutes les personnes qui peuvent être amenées à graviter de près ou de loin ont forcément connaissance des problématiques. On les invite, ils viennent nous en parler. Une fois qu'on a récupéré toutes ces informations, on va venir voir qu'est-ce qu'on a comme option. Refondre, maintenir, récupérer des morceaux de code, peut-être les adapter, les patcher. En tout cas, on va essayer d'en discuter. On va peser l'épreuve. Est-ce que ça vaut le coup d'aller sur ce terrain? Est-ce que ça ne va pas nous coûter trop cher? Ensuite, une fois qu'on a un petit peu nos différentes alternatives, on va choisir parmi toutes celles qui nous semblent à peu près potables et on va avancer. Donc on va vraiment décider tout collégialement, celle-ci c'est la bonne, on y va. Elle offre le meilleur équilibre entre bénéfices et risques, on peut y aller. Ensuite, tout simplement, on va partir du principe qu'on l'a fait, en se projetant, et on va réexaminer toutes les décisions et toutes les conséquences que ça va pouvoir avoir. Et on va faire cette boucle autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce qu'on se rende compte que, non, mais en tout cas jusqu'à ce qu'on décide que les risques sont suffisamment pesés, sont suffisamment maîtrisés pour qu'on puisse y aller. A priori, quand on arrive à cette étape-là, on est assez serein sur dans quel ordre on va faire les choses, comment on va faire les choses, qui va les faire, et on va pouvoir y aller un peu plus sereinement. Je vous ai promis un peu plus tôt un outil pour vous aider si vous êtes dans cette situation-là. Donc c'est ce qu'on appelle tout bêtement une matrice de prise de décision. Alors elle a plusieurs noms, mais les autres c'est des noms acronymes, je ne suis pas trop fan des acronymes trop longs. Ici on va tout simplement... Est-ce que le petit pointeur il marche? Ici on va venir indiquer les différentes options qui s'offrent à moi. Refondre, pas refondre, récupérer telle partie, intégrer tel autre module, faire intervenir un prestat, brancher un service tiers pour mon service de paiement. Toutes les options qui nous passent par la tête, qui du coup répondent quand même aux besoins qu'on est en train de voir, mais toutes les options qu'on va voir. On va bêtement mettre oui, non. Est-ce que ça répond à mon besoin ou est-ce que ça n'y répond pas? On va indiquer également des critères avec des coefficients. Donc les critères, c'est par exemple sur un système de paiement, est-ce que le paiement fonctionne avec un 3D Secure? Est-ce que le paiement va également identifier les cartes et les mauvais payeurs? Est-ce qu'on va avoir la possibilité d'avoir un back-office de suivi? Est-ce que je vais avoir une manière simple de rembourser? Tout ça, on va pouvoir en parler et mettre un coefficient, donc comme je le disais, et à partir de là, on va avoir des notes qui vont tout simplement s'afficher. Tout ça, ça va nous aider donc à voir dans quelle direction on va pouvoir aller. Tous ces éléments-là, c'est des choses qui nous intéressent. C'est des bonus. C'est la partie souhaitable. La partie indispensable, par contre, c'est tout de suite des no-go pour certaines options. Si on se rend compte qu'on a indiqué des options, des critères qui étaient indispensables, par exemple, je prenais tout à l'heure l'exemple du dashboard, moi, il faut quand même que je puisse suivre mes paiements. Sinon, je dois le redévelopper. Là, le but, c'est vraiment, nous, on veut qu'il y ait un système de dashboard. Cette option-là, on ne la propose pas, on la sort tout de suite. Ça ne sert même à rien d'aller plus loin. Oups là, vite. Et de là, en fait, on va pouvoir choisir un peu les critères qui nous importent. Et je pensais que je l'avais en dessous. Mais normalement, en fait, en dessous, on a aussi le total. Et de là, en fait, on va pouvoir prendre des décisions beaucoup plus éclairées. Là, il y a 4 options et 5 critères.
quand vous allez utiliser ce genre de matrice dans des cas effectivement de refonte, soit vous avez un seul tableau avec une trentaine de colonnes et une centaine de lignes, soit vous allez avoir une trentaine de documents différents de prise de décision. Telle partie du back-office, telle partie du contenu, tel API, tel provider, telle personnalité. Si je dois conclure un petit peu sur ce qu'on a vu là, la refonte ou la maintenance, effectivement, ça va être mûrement réfléchi. Je pense que vous l'avez compris maintenant, en fait, aussi bien par les côtés positifs que ce que ça va impliquer derrière. Il faut vraiment se poser et comment est-ce qu'on accueille la chose. Dans les deux cas, on a des outils qui nous aident. Dans le cas de la maintenance, on va avoir des sonars, on va avoir des PHP CS, des PHP Stan pour les plus courageux. Dans le cas d'une refonte, on va avoir d'autres outils. Là, on l'a vu là juste à l'instant, la prise de décision. Vers quoi je me dirige? Vers quel outil on va mettre en place? Et enfin, pour l'avoir beaucoup trop entendu par le passé, le code legacy, c'est vraiment pas quelque chose de négatif. Alors, c'est quelque chose qui peut être coûteux, peut être lourd à gérer, peut être complexe, mais c'est pas nécessairement quelque chose de mauvais ou de néfaste, au contraire. Il y a eu des historiques et on peut toujours en tirer quelque chose. Du coup, pas trop virulent avec le code legacy ni ceux qui l'ont produit. Si vous avez des questions, j'ai été vite. Moi j'ai une question par rapport justement au biais cognitif du coup irrécupérable. Comment tu peux agir dessus en sachant qu'en général la personne concernée c'est celle qui a dépensé l'argent et qui du coup va être amenée peut-être en difficulté. Du coup comment tu... Alors le souci du biais cognitif, c'est que ça nous touche et que ça nous concerne personnellement généralement. Ouais. En fait, à part fournir des outils à la personne concernée, donc justement, en l'expliquant généralement, ça aide déjà pas mal. Et en fait, typiquement celui-ci, généralement une prise de recul est suffisante. C'est-à-dire, en fait, je connais aujourd'hui mon MVP, je vois ce qui me rapporte de l'argent réellement sur les 300 features de mon site. En vrai, il y en a 10 seulement qui sont utiles. Est-ce que je continue aujourd'hui à investir et à investir pour maintenir tout le site? Ou est-ce que ça ne vaudrait pas le coup d'arrêter un petit peu l'hémorragie pour réinvestir juste sur une partie bien précise? Qui après, peut-être, tu referas des tests, tu la feras grossir et tu te remettras dans la même situation dans 10 ans. Mais justement, c'est principalement de l'accompagnement et pas vraiment de l'éducation, j'aime pas le mot, mais je ne trouve pas le bon mot. Il expliquait en fait le biais de ce qu'il peut provoquer. La pédagogie. Merci, c'est exactement ce mot-là. Voilà, donc en fait, c'est juste d'être beaucoup plus pédagogue face aux personnes qu'on va rencontrer. Nous, on est conscient qu'il existe et qu'il agit à ce moment-là, dans la prise de décision. Le client, peut-être s'il a de la chance, il en est conscient, c'est rare. Généralement, il ne voit pas forcément la route parcourue. Il voit, aujourd'hui, mon hébergement me coûte 10 000 balles par an, et j'ai un forfait de 100 000 € de TMA l'année. S'il prend le recul sur 10 ans, en fait, il a déjà investi presque plus d'1 000 000 € pour quelque chose qui lui rapporte pas autant. C'est irrationnel en fait. C'est complètement irrationnel. Mais voilà, c'est de la prise d'auteur, de la projection, et après, généralement, ça aide en tout cas à solutionner le problème. Et du coup, les outils, est-ce qu'ils ont servi à pouvoir fournir des chiffrages pour un peu expliquer cette option, finalement quantifier? Alors, nous, les outils nous ont permis de pouvoir faire effectivement présenter des options, de choisir les meilleurs services possibles par rapport à nos critères. Et alors, je ne les ai pas là, je devais les avoir. On a justement tracé des projections, aussi bien des projections financières que des projections de temps. Donc on sait, l'autre site il coûte tant, ça c'est pas dur, c'est assez clair à tracer. Et on sait également que nous, la phase d'initialisation, c'est un coût brut.
mais que derrière, en fait, on va gagner sur la maintenance, sur la TMA, sur les évolutions. Et à un moment où, en fait, dans ton graphique, les deux courbes elles se croisent. Et en fait, au moment où elles se croisent, c'est là où tu te rends compte que les investissements que tu devrais continuer à produire, en fait, tu vas perdre par rapport à si jamais tu as fait ta refonte. Et c'est là où, avec ton client, nous, en tout cas, on a pu leur dire, tu as un atterrissage sous 2 ans. Donc ça veut dire qu'en gros, pendant encore 2 ans, tu payes un peu le legacy et la dette que tu as accumulée. Derrière, alors c'est pas tout bénef, mais c'est pas loin. Tu parlais de Sonar et de PHPCS. Alors, Sonar, PHPCS et PHPStan. Okay. Sonar, les trois, c'est des analyseurs de code statique. Sonar va faire une interface web où il va nous donner une note sur la qualité du code produit. PHPCS, c'est un code sniffer, donc il fait à peu près comme Stan en étant un petit peu, comme Cube, pardon, en étant un petit peu plus virulent sur certaines choses, notamment du respect d'indentation, sur est-ce que tu as bien pensé à mettre ton typage de classe, tes commentaires. Et PHPStan, donc c'est pour ça que je parlais un petit peu de courage tout à l'heure, va crier pour un oui et un non. C'est à peu près ça. Avec la version 11, le niveau 11, là, il est quand cette... Alors, pour l'avoir utilisé moi, dans un contexte CMS, c'est spécial. Nous, en CMS avec Stan, la règle, c'est pas de réussir à passer PHPStan, c'est de ne pas ajouter de lignes sur l'existant. Et on a une baseline, je crois, qui doit faire 30 ou 40 mégas, je crois. C'est un beau bébé. Donc Drupal, c'est un beau bébé. Et donc voilà, donc Stan en fait va lire un peu le code que tu produis, va s'assurer que tu n'as pas mis 3 majuscules là où il en attend 2, que c'est bien 4 espaces et pas 2, que tu as utilisé des doubles quotes et pas des single quotes, qu'il n'y a pas un collègue qui a fait une blague en mettant des points d'interrogation grecs dans ton code. Très rigolote celle-là si vous ne la connaissez pas. Si j'avais entendu parler. Tu peux détailler la blague? Pardon? Tu peux détailler la blague? En fait, c'est exactement la même chose d'un point de vue visuel. Donc en fait, les deux, ça ressemble à un point virgule. Sauf que en fait, ton interpréteur, il attend un vrai point virgule. Et le point d'interrogation n'en est pas un. C'est quoi le code ASCII du point d'interrogation pour le refaire? Alors, je pourrais le retrouver, je le connaissais pendant un moment. Non pas que j'utilisais, c'est faux. Mais oui, non, il y a plein de petites blagues comme ça qu'on peut faire. Dans la pause d'un collègue. J'ai découvert il n'y a pas très longtemps que le moteur et l'interpréteur PHP en fait, se basaient sur de l'ASCII. Donc on peut nommer des variables avec des emojis. Non, mais c'est assez drôle. Ou alors avec des espaces insécables aussi. Donc 4 espaces c'est une fonction, 8 espaces en est une autre. Je suis tombé sur des très très bons potes là-dessus où en fait la personne fait appel à des fonctions où c'est des smileys, où il y a plusieurs smileys, des drapeaux, Mais il y a le même problème d'ailleurs avec les drapeaux en emoji. Typiquement le drapeau de Mayotte et le drapeau de la France, c'est les mêmes. Sauf que c'est pas les mêmes. Quand tu passes dans une liseuse, il va te dire drapeau de Mayotte, drapeau de la France. Toi tu vois juste la même chose, c'est drapeau bleu, blanc, rouge. Donc ouais, non, il y a des petites subtilités comme ça avec l'Unicode et l'ASCII. J'aurai un autre sujet là-dessus plus tard. Et... Pardon, oui. Désolée. Au niveau de la prise de décision, tu parlais donc de Sonar, etc., mais aussi des audits. Ce sont des audits qui sont faits, je suppose, par en l'occurrence, la concerto. Ouais. Mais... Alors pas forcément, pas que. Ouais, mais parce que si nous, on veut pouvoir justifier d'une refonte d'un site, moi, personnellement, je ne pourrais pas payer un audit, mais sur quelle base on peut... Est-ce qu'il y a des documents officiels sur les points techniques qu'on doit lister sur trop de temps, ça prend trop de temps, ça prend trop d'argent? Tu ne vas pas forcément avoir de document exhaustif qui te dit pour un bon audit, cocher ces 8 cases.
Ok. Après, ça va être un petit peu selon l'outil que tu vas utiliser, selon le CMS, selon pas mal de choses. Moi, je sais que quand je fais mes audits côté Drupal, j'ai en tête aussi l'expérience que j'ai dessus et quelques métriques qu'on va récupérer. Par exemple, on sait qu'un site en moyenne de cette volumétrie, on tourne autour de entre 50 et 70 modules. Là, j'en avais 250 installés. Donc soit ils sont plus utiles et c'est cool, j'en doutais, et j'ai bien fait d'en douter. Aujourd'hui, on est redescendu à 65. Pareil sur le nombre de types de contenu, on se rend compte que j'ai des types de contenu où dedans je vais avoir 150, 200 000 entrées. J'en ai d'autres où il y en a 4. Est-ce que du coup, le type de contenu où j'ai 4 éléments, il est vraiment utile? Est-ce qu'il va pas juste surcharger ma base de données? Pareil, on va venir regarder, tiens, ma base de données, elle est très très lourde quand même. Est-ce que j'ai pas des tables inutiles? Est-ce qu'il ne manque pas des crans qui vont venir un peu nettoyer tout ça? Donc ça va être plein de petits points. Et après, en côté PHP, on a la chance d'être bien outillé. On va par exemple pouvoir utiliser PHP Lock, qui va nous indiquer le nombre de lignes de code et nous donner un petit détail. Par exemple, combien dans toutes les lignes de code on va avoir de lignes de commentaires, quelle proportion on va avoir. Donc ça va nous dire est-ce que le code est bien documenté, est-ce qu'il l'est en tout cas, ou est-ce qu'il ne l'est pas. On va aussi avoir le nombre de classes, on va avoir le nombre de propriétés qui sont utilisées, donc est-ce qu'on respecte vraiment l'héritage et l'objet. On va avoir aussi du PHP MD pour détecteur de bordel, j'adore ce nom. PHP Mess Detector, et vraiment, ouais, il fait bien son taf. De nous repérer, voilà, s'il y a du code qui n'est pas utile, du code qui est redondant, du code où on se rend compte qu'en fait, sur un fichier de 900 lignes, il y en a 500 qui sont commentées. Alors, elles sont commentées, pour nous, on se dit c'est pas grave, c'est du code qui n'est pas lu, il est quand même exécuté par le moteur. Il est stocké, il ne sera pas utilisé, mais il est quand même présent. C'est un peu le même problème qu'on a avec les annotations. Je ne sais pas s'il y en a qui ont un petit peu mis le nez dedans, mais quand on va venir faire les annotations avec l'API de découverte qui est proposée par PHP, ça va venir parcourir tous les fichiers qu'on a. Ça peut être très très vite dantesque pour la mémoire. Et le pire, c'est si on a des classes récursives et qu'on ne met pas de point d'arrêt à notre découverte. Vous pouvez faire planter un serveur avec une classe PHP. Donc voilà, c'est un petit peu tous ces outils qu'on va venir présenter aux clients. Et derrière, bien sûr, justifier un petit peu l'état de l'art, de pourquoi est-ce que ça c'est dangereux, que ça c'est risqué, ça c'est... Bon, c'est pas foufou, mais c'est pas grave. Et en fait, une fois qu'on a bien promulgué tout ça, bien présenté aux clients, en fait, de nous-mêmes, on peut savoir. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de proposer une refonte? Parce qu'en fait, le code, ça va, en fait, c'est juste une montée mineure de version, où en fait... là, il y a 8 versions majeures entre le CMS que tu as et le CMS que nous on a. En fait, on sait d'emblée qu'on va se présenter des problèmes de sécurité, des problèmes de migration, des problèmes de formation. Pour le coup, à part en faire plein, tu n'auras pas une checklist qui t'a dit s'il faut le faire ou pas. Ok, d'accord. Et là, je parle pareil pour le dev, mais tu as la même chose côté infra, la même chose côté SEO, côté tout ce qui va te produire de l'audit. Combien de temps durait la prise de décision entre le début du projet et se dire on refait Longtemps. Ouais. Et ça, le client était prêt à l'entendre, que ça pouvait durer longtemps, juste cette prise de décision. Déjà, juste la partie récupération, audit, consolidation et présentation. Donc là, on n'est même pas encore sur la prise de décision. On est vraiment juste sur où t'en es. Ça nous a pris 2 mois. On parle d'un site avec 150 000 pages, des systèmes un petit peu éclatés partout, soit en microservices, soit juste j'ai une base de données là-bas, elle flotte. Ça peut être des alfresco, ça peut être des talents, ça peut être... Enfin, en fait, quand tu as commencé un petit peu à gratter le bout de l'API, c'était très très long. Une fois qu'on a réussi à sortir un petit peu toutes les métriques, les présenter, la prise de décision a été assez rapide. Je dirais en l'espace d'un bon mois. Mais des fois, tu peux aller beaucoup plus vite et prendre beaucoup plus de temps. Ça va vraiment dépendre de la volumétrie que tu vas avoir, du client, de tous les sujets que tu peux rencontrer. C'est bon pour vous? Merci. Cool.
qui veulent, vous avez mes slides sur le site de Concerto. Et pour ceux qui veulent également, vous avez là-bas Bière et Pizza pour vous récompenser d'être resté jusqu'à maintenant. Merci.